Donc j'ai préparé un PowerPoint, on m'avait dit que les 3/4 de la salle seraient remplis d'élèves, donc j'espère que vous serez indulgents devant le caractère assez explicite et pédagogique de mon intervention. Comme on l'a rappelé ce matin, donc lorsque la guerre va se terminer, les autorités donc, civiles et militaires ne sont pas tout à fait d'accord sur la façon de terminer la guerre. Et à l'approche de novembre est prévue une dernière offensive, qu'on espère victorieuse, en Lorraine, pour donc prendre un avantage décisif et avancer symboliquement vers la Sarre. Ce projet est porté par donc, le commandant des armées de l'Est, le général de Castelnau. Et donc cette offensive ne sera finalement pas menée. 29 octobre donc, 2018, 100 ans jour pour jour, ce même général de Castelnau va décorer donc d'une des décorations les plus prestigieuses de l'armée, donc la fourragère, va décorer le 12e bataillon de tirailleurs malgaches. La fourragère, donc, c'est cette décoration que l'on donne aux bataillons qui ont déjà été cités par l'armée, qui récompense donc les unités citées au moins 2 fois à l'ordre de l'armée. Donc ce 12e bataillon, histoire un peu héroïque de la Première Guerre mondiale, qui a versé quelques milliers d'hommes et près de 400 qui sont tombés donc, au champ d'honneur dans ce regroupement. Ici, on voit donc toujours ce 29 octobre, on est ici tout près de Nancy, on voit le général donc, qui remet aux Malgaches cette décoration, et on voit le commandant du régiment qui décore ensuite individuellement la croix de guerre un certain nombre de tirailleurs, une quarantaine. Ce 29 octobre donc 1918, toujours, on voit donc à gauche un soldat malgache, Imboudi, qui décède donc à Nancy. Lui donc n'est pas parmi ses camarades du 12e bataillon, même s'il en fait partie. Il meurt de maladie le jour même. Donc ses camarades sont à quelques kilomètres de là à décorer, et lui meurt non pas au combat, mais de maladie contractée en service. Cet homme, on le voit, est originaire donc, de la région de Tamatave, et plus précisément d'un petit village près de Vavaten. Toujours le 29 octobre 1918, un autre soldat donc, décède, lui aussi 2e classe. Il s'appelle, vous le voyez, Armand Alidor. Et ce soldat, c'est donc un Réunionnais. Il est né, vous le voyez, à Saint-André. Lui aussi décède donc, le 29 octobre, et il décède à Diego Suarez, de tuberculose pulmonaire, de maladie. Donc ces 2 exemples pour entrer dans la difficulté en effet, d'une part, de proposer une image qui ne serait pas un peu brouillée des figures de soldats ou de travailleurs issus de l'océan Indien, et aussi de réfléchir à leurs éventuelles connexions, les éventuelles relations qu'ils ont pu avoir lors des conflits. On a parlé donc des registres matriculaires. Ils sont à présent en ligne pour les soldats français, pas pour les soldats malgaches, en tout cas n'ayant pas la citoyenneté française. Donc plus de 44 000 réunionnais donc, pour les 19e et 20e siècles. Pour Madagascar, donc, uniquement les Français, 1632 sont immatriculés. Pour les Comores, presque 1 millier. Ici, donc, on retrouve Armand Alidor, et on s'aperçoit qu'en fait, lorsqu'on a donc, cette source des registres matriculaires, l'histoire évidemment se densifie, se complexifie. Armand Alidor, on l'a vu, est mort à Diego Suarez, mais il est passé par la France. Ici, on le voit. Donc, là encore, une image qui mérite d'être précisée à travers cet exemple. Il est passé donc, par la France, il était soutien de famille, donc lui aussi une trajectoire un peu particulière. On en a parlé assez longuement de ce genre de trajectoire, c'est-à-dire pendant un temps inapte ou non enrôlé donc pour cause de soutien de famille ici, et qui finit ensuite par être pris donc, sous les drapeaux
et participer au combat, ici, arrivé sur le front en Champagne, avant de rejoindre Diego Suarez, malade, et de mourir avant d'avoir pu rejoindre La Réunion. Donc, on dispose de ces registres matriculaires, on dispose aussi des livrets matriculaires, et ici, ce sont des livrets, un livret plus précisément qui est conservé aux archives départementales de La Réunion. Ici, donc Jean-Emmanuel Luc est originaire de Sainte-Clotilde, et j'ai mis en encart juste le début du registre matriculaire pour montrer donc, évidemment la complémentarité qu'on peut avoir entre registre matriculaire et livret militaire. Autre source, c'est celle donc, que j'ai utilisée pour mes recherches sur les tirailleurs malgaches. Le registre donc, des morts pour la France, registre donc, qui est en ligne depuis pas mal d'années, mais dont le classement géographique, en tout cas pour les pays colonisés, est assez récent. Donc moi, lorsque j'ai mené mes recherches en 2012-2013, il n'y avait pas de classement géographique, donc c'était assez difficile de retrouver les malgaches, sinon évidemment par les noms récurrents. Donc il a fallu mettre en place toute une méthodologie assez complexe. On l'a dit ce matin, quelqu'un parlait de travail de fourmi, quelqu'un parlait de travail de bénédictin, bon, ça a été un petit peu long. Ces registres donc, sont conservés à Pau, hein, je crois qu'on ne l'a pas dit ce matin, mais on a parlé d'un chercheur qui est à Pau, hein, qui doit pouvoir évidemment bénéficier de sa proximité avec ces registres à la caserne Bernadotte. Donc ces registres ne sont pas numérisés pour les pays colonisés. Pour le cas de Madagascar, donc plus de 40 000 registres conservés. Nous, notre corpus, hein, on l'a dit, c'était donc le registre des morts pour la France, hein, un corpus plus limité, même si pour l'ensemble des Français, donc 1,3 million de fiches. Et ces fiches, donc, que j'ai pu dépouiller en partie, hein, et retrouver donc, plus de 4000 soldats malgaches morts pour la France ou inscrits dans les registres des morts pour la France. Je ne rentrerai pas, vu le temps qui m'est imparti, dans les spécificités, puisque certains de ces soldats font partie de ces registres, mais il est mentionné qu'ils ne sont pas morts pour la France. Donc c'est un petit peu complexe. Autre complexité, c'est que ces registres vont porter jusqu'à l'année 1919 incluse. On parlait ce matin de la difficulté de savoir quand s'arrête la guerre. Évidemment aussi, hein, difficulté de savoir à partir de quand on doit considérer qu'un soldat est mort des suites de la guerre ou pas. Hein. C'est probablement pas au 11 novembre. Hein, qu'on peut considérer que dès le lendemain, un soldat qui mourrait, évidemment, serait pas lié, sa mort serait pas liée au conflit. Donc, ici, vous le voyez, hein, aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc 4000, je ne sais pas si c'est assez gros, mais enfin, si on interrogeait par pays de naissance, hein, puisque là, aujourd'hui, ça fonctionne, ça, on a donc 4000 fiches, et moi, j'en avais trouvé un peu plus, hein, mais je n'ai pas encore eu le temps de compléter la base de données hein, qu'on peut compléter hein, en ligne, hein, la base de données des morts pour la France. Donc 4000 morts malgaches, plus de 4000, sur 40 000. Donc un ratio ramené à la population, à 3 millions d'habitants, qui serait de 0,13%, hein, comparé évidemment avec le chiffre français de 3%. On est dans des engagements volontaires, on est donc dans des chiffres bien inférieurs. On a donc toujours ces registres pour la Réunion, et je m'y suis plongé là pour préparer cette intervention aussi. Je passe plus vite, on a donné les chiffres. Hein. On a aussi des chiffres pour les Comores, même si vous le voyez, on peut avoir parfois des difficultés aussi pour retrouver dans les classements qui ont été opérés pour l'instant. Hein. Idem pour Maurice, hein. Une vingtaine qui apparaissent, même si on voit des doublons. Hein. On voit des doublons déjà, ne serait-ce que dans l'affichage de la consultation de la base, hein, de Maurice Blanchard, même date, qui sont comptabilisés comme deux fiches différentes. Hein. Donc évidemment, c'est le nombre de fiches n'est pas égal exactement au nombre de morts, là aussi. Hein. On n'a pas trop parlé de Maurice, donc je redonne quelques chiffres pour Maurice. Alors on en a moins parlé parce qu'évidemment, il est difficile de mettre en parallèle les colonies donc, françaises et les colonies britanniques. Pour Maurice, donc, on considère qu'entre 2500 et 3500 hommes se seraient portés volontaires donc, au total, et entre 100 et 200 dans les forces françaises. Sur le nombre de morts, là aussi, selon les études, entre 100 et 200 morts au total sur une population qui avoisinait 400 000 habitants. Pour les Seychelles, hein, j'en parle un petit peu aussi. Hein, je ne sais pas si M. Marquitoyer nous a quittés. Oui. On parlait des Seychelles récemment. Donc, pour les Seychelles, elles ont été donc détachées de Maurice en 1903
Et on a aussi quelques exemples, mais assez rares, de morts pour la France, dans ces bataillons qui étaient plutôt versés, ou dans ces hommes, dans ces volontaires qui ont plutôt été versés dans les armées britanniques. Alors, voilà donc un des tableaux que j'ai pu constituer. Ici, donc, ce sont les morts pour la France nés à Madagascar. Ils sont en vert. Donc, ce sont c'est la partie du graphique qui est en vert. En bleu, les morts pour la France, donc la proportion de morts pour la France selon les années françaises. Donc, si on regarde donc, la proportion des Français morts pour la France, évidemment, on va s'apercevoir que les vagues meurtrières du début de la guerre sont nettement visibles, mais aussi celles donc, de été-automne 1916 et été-automne 1918. Si on regarde le cas des soldats malgaches, on s'aperçoit que leur engagement a été tardif, on le voit. Ce n'est qu'en octobre 1915 qu'on assiste à un premier départ. Et on en a parlé aussi précédemment. Ce départ, en fait, a été un faux départ, si on peut dire, puisque quelques hommes sont partis. Mais ensuite, l'état-major français a un petit peu reculé en prétextant que l'île n'était pas encore suffisamment stabilisée et que donc il fallait attendre un petit peu et se donner quelques temps. Donc le gros des troupes, le gros des morts, ici, c'est plutôt les morts, mais bon, un peu en négatif, elle partira plus tard, donc surtout à partir d'août 1916. Alors j'ai intitulé cette diapositive Gallieni versus Garbi. Gallieni, donc c'est, on en parlera, Madame Dangirin en parlera mercredi, c'est ça, mercredi, c'est ça. Donc Gallieni a été donc gouverneur de Madagascar, gouverneur général de Madagascar, et justement, il fait partie de ces hommes de l'état-major français qui ne sont pas très partisans de faire intervenir les Malgaches au front, contrairement au gouverneur général donc, de Madagascar pendant la guerre, Hubert Garbi, qui lui va se démener pour que les troupes malgaches puissent aller au feu. Je passe rapidement, premier départ, 9 octobre, etc. Alors Garbi, donc, il est intéressant puisqu'il a été aussi gouverneur avant la guerre de la Réunion. Il a été gouverneur assez peu de temps, 1912-1913, il a été gouverneur de la Réunion. Alors ici, je retrouve un article du journal Le Tamatave qui évoque finalement en négatif cette partie-là de sa vie, puisqu'il reçoit un télégramme, on le voit à gauche, il reçoit un télégramme donc, qui provient du contingent créole, réservistes et territoriaux, qui donc s'embarque en juillet 1915 qui s'embarquent à La Réunion et qui vont donc saluer leur gouverneur, celui qui a été leur gouverneur, et rappeler donc tout ce qu'ils lui doivent. Donc ici, on a donc des connexions, évidemment, entre les hommes. Il faudrait rappeler un petit peu tout cet aspect. On a parlé ce matin, mais on l'a évoqué tout à l'heure, pardon, on l'a évoqué brièvement, mais les connexions aussi qu'ils ont eues justement dans l'épopée coloniale, dans les conquêtes. On vient de le dire, Gallieni, Lyautey, ces hommes sont passés. Beaucoup de ces hommes sont passés par Madagascar. Ils ont des images, des stéréotypes, ils ont des expériences, et ils vont se positionner aussi à partir du moment où ils auront des fonctions dans l'état-major par rapport à leur expérience. Garbi donc va faire une grande partie de sa carrière. Lui-même a fait la conquête militaire de Madagascar. C'est un polytechnicien. Il arrive à Madagascar, il a 24 ans. Et il va faire une grande partie de sa carrière dans la Grande Île. Il va être gouverneur général donc, entre novembre 1913 et septembre 1917. Et à nouveau, entre mai 1920 et mars 1923, puisqu'il a décidé, entre les deux, de se porter volontaire au front. Donc Garbi va être un infatigable défenseur de la participation malgache, et on le voit ici, à droite, et dans cet ouvrage qu'il va rédiger au sortir de la guerre, l'effort de Madagascar, avec un grand E, pendant la guerre, au point de vue financier, économique et militaire. Donc évidemment, pour Garbi, c'est l'effort d'Hubert Garbi pour que Madagascar puisse donner tout ce qu'elle peut pour la guerre. Bon, je passe un peu plus vite sur le cas réunionnais. On est bien dans un intermédiaire. Ici, on n'est pas dans le cas français, on n'est pas dans le cas malgache. On le voit, les premiers morts pour la France sont un peu antérieurs, évidemment, aux morts malgaches. Mais les réunionnais ne vont pas être, comme on l'a vu ce matin, évidemment, touchés par les grandes vagues du début de la guerre. Et on a expliqué pourquoi. Alors, sur les motivations, je passerai un peu plus rapidement, on en a parlé aussi. Les premières motivations, donc, ce sont des soldats de métier, donc il faudrait rappeler que
comme on l'a dit, pour Madagascar en tout cas, les tirailleurs malgaches sont formés dès le lendemain de la conquête. Et la conquête, c'est 1896, la fin de la conquête. Et les corps de tirailleurs malgaches donc, sont formés en 1897, au sortir de la possession, la prise de possession par la France complète et totale de Madagascar. Complète et totale à défaut des régions qui continuent encore à poser problème. Donc ici, une carte postale de 1904. Je voyais certains d'entre vous qui souriaient évidemment parce qu'après la guerre des tranchées, derrière cette végétation-là, on se doute que ça n'a pas été le meilleur entraînement possible pour les fronts européens. Ici, donc, on n'est pas dans le contexte de la Première Guerre mondiale, mais on est dans le contexte de la figure de l'honneur militaire. On a donc des hommes qui s'engagent dans ces régiments de tirailleurs malgaches donc, avant la guerre pour des questions d'honneur, de prestige. C'est la figure donc, de ce qu'on appelle en malgache le Rami Ramil, donc le soldat prestigieux. Je commente un petit peu plus les races guerrières, on en a parlé ce matin. Alors là c'est un peu concret, vous le voyez, on a le tableau du classement des ethnies par les autorités en 1905, vous le voyez, donc on a chaque ethnie qui est positionnée du très bon au médiocre. Et évidemment, vous vous en doutez, ces classements, c'est tout simplement l'image de la résistance plus ou moins forte de ces ethnies à l'arrivée des Français. Plus ils ont donné du fil à retordre, plus ce sont des très bons guerriers. Je ne rentrerai pas évidemment dans d'autres conjectures sur la réalité. Le paradoxe, évidemment, c'est que c'est médiocre. Et vous le voyez, le dernier rang est occupé par les Houves, H-O-V-A. Les Houves, donc, c'est un des peuples qui habitent les hauts plateaux. Ils sont au dernier rang et c'est pourtant eux qui vont constituer l'essentiel ou une grande partie des engagés volontaires de la Première Guerre mondiale. Donc je vais expliquer un peu ce paradoxe d'engager finalement des hommes qui ne sont pas considérés comme des très bons guerriers. Une petite carte postale aussi sur les guerriers comoriens, on le voit, donc là encore on est dans l'image et que certaines ethnies seraient destinées à des conditions donc guerrières plus que d'autres. Donc, une des motivations, et comment expliquer ce paradoxe, c'est d'engager des ethnies qui ne sont pas considérées comme guerrières. Paradoxe d'autant plus fort que la plupart des Malgaches vont être engagés comme combattants, et notamment avec la solde de combattants. C'est ce que Garbi arrive à gagner, j'allais dire, sur l'état-major. C'est-à-dire que non seulement on va recruter à un moment donné en masse des hommes à Madagascar, de façon évidemment, on va le redire, en partie contrainte, mais en plus, on va les recruter comme soldats dans une unité combattante avec donc les soldes qui concernent les combattants. On a donné les chiffres tout à l'heure. Et avec la possibilité pour ces soldats donc, de remettre et de remiser leurs soldes à leur famille. Donc, qui va être concerné finalement le plus? Ce ne sont pas justement les hommes du Nord qui étaient considérés comme les très bons, qui, eux, vont préférer vendre des ébus, la boîte de singe, lorsque la France va être très demandeuse de cornets de bif, etc. Ce ne sont pas ces éleveurs, ce sont tout simplement les riziculteurs pauvres, justement des hauts plateaux, densité de population forte, système en partie féodal d'organisation de la société, c'est-à-dire de grands propriétaires et de paysans un petit peu dominés. Et donc, ces hommes, lorsqu'on va leur proposer, évidemment, les conditions dont on a parlé pour Mayotte tout à l'heure, eh bien, ils vont être tentés par cette expérience. Quelques résistances, quelques évitements. Ici, on a la chance d'avoir eu, dans la seconde moitié des années 70, un historien malgache donc, qui est allé réaliser des entretiens avec les anciens combattants. Et cet historien donc, nous cite quelques cas de résistance et d'évitement, notamment cet homme qui boit de la potion dispensée par un sorcier pour évidemment ne pas être envoyé en Europe. Donc on a quelques cas de désertion, de mutilation volontaire, difficiles à mesurer au vu simplement des entretiens, mais ils existent. Je repasse rapidement, on en a parlé pour la Réunion, très rare résistance aussi à l'incorporation, ici on le voit, un créole avait tenté de se mutiler dans le journal du peuple, 5 avril 1916.
Le recrutement donc, va être en partie contraint et là aussi, il va s'appuyer en partie sur les élites locales. Élites locales, donc sous-gouverneurs qu'on appelle les sous-gouverneurs madinques, donc les gouverneurs régionaux, des chefs locaux, disons. Et ces chefs locaux vont être intéressés d'autant plus à ces recrutements que la France va leur proposer des sommes d'argent pour chaque dizaine d'hommes recrutés. Donc il y a véritablement une aide, un soutien, un appui de certaines élites locales pour ce recrutement. Alors, comment se passe la préparation militaire? On en a beaucoup parlé déjà. Diego, on a moins parlé de Tana. On a vu tout à l'heure une photo, je vais la remontrer. Donc, beaucoup des troupes de l'océan Indien vont passer par les bataillons d'infanterie coloniale, soit de Diego Suarez, soit d'Antananarive, la capitale actuelle, toujours de Madagascar. Alors ici, c'est un peu surprenant d'ailleurs, puisqu'on voit même des Annamites passer, donc ces Vietnamiens d'aujourd'hui, qui passent donc par vapeur à Diego, et d'ailleurs, leur passage va donner lieu à quelques bagarres avec les Malgaches. Donc, je reposerai tout à l'heure la question, évidemment, des contacts entre les troupes coloniales. On a même donc des stationnements de troupes venues donc, de l'Asie-Pacifique. Tana, donc, aussi, on a tout à l'heure montré cette photo de cet homme né à Saint-André en 1891. On le voit ici, pris en photo, donc, devant le bataillon de l'Émirne. Donc, l'Émirne, c'est le nom qu'on donne à l'époque à cette région qui est peuplée par les Houves. Je passe sur donc, le périple, préparation militaire. Je vais revenir sur Diego quand même tout à l'heure, comme centre plaque tournante. Donc, on en a parlé tout à l'heure à propos des Réunionnais, un périple un peu plus long. Ici, c'est juste le cas des bataillons de tireurs malgaches. Donc, on le voit, 25-35 jours de bateau. On a tout l'itinéraire, Tamatave-Diego, Djibouti, Suez, Port Saïd, Marseille et Saint-Raphaël pour les unités combattantes. Donc Saint-Raphaël, ici on a un de ces camps, on voit ce sont des camps, ces camps n'existent plus aujourd'hui, on a gardé très peu de traces parce que c'était des camps temporaires, très rudimentaires, mais très nombreux. La région de Saint-Raphaël, Boulouris, en comptait plusieurs qui servaient donc de camps transitoires où les soldats recevaient un uniforme neuf, c'était une des promesses qui leur était faite. On a parlé de l'importance de l'uniforme aussi après la guerre, au moment des retours. Un uniforme neuf et un peu d'entraînement, 2 à 3 semaines ici pour les Malgaches, après l'arrivée, et ensuite un départ sur le front. Les baraquements, donc, ici on est donc, sur le front d'Orient, donc un bataillon de tirailleurs malgaches qui est dans le front d'Orient. Donc ici c'est une photo de juin 1916, un dortoir donc. Là encore, ces baraques étaient construites par les soldats eux-mêmes, donc on a mis en place toute une logistique assez évoluée, où dans chaque bataillon, on avait d'abord un montage de baraques, en tout cas pour les premiers qui arrivaient sur une zone. On appelait ces baraques des baraques Adrian, comme les casques Adrian. Alors la question donc, de l'encadrement européen, ça c'est une question assez importante, on l'a évoqué. Donc, quelle était la mixité de ces bataillons? Ici, les bataillons donc, malgaches, je parle de ce que je connais le mieux. Donc, ces bataillons de tirailleurs malgaches, donc, vous le voyez, ne comptaient jamais d'officiers indigènes. Chez les sous-officiers, une certaine mixité. Et en sens inverse, c'est pratiquement pas de soldats européens. Donc, on peut se demander, évidemment, sur la fraternisation au niveau du primary group, si elle a eu lieu, en tout cas dans ces bataillons purement de tirailleurs malgaches. Alors pour autant, on trouve des Réunionnais dans les bataillons de tirailleurs malgaches. Ici, je peux pas. Donc l'exemple de Adrien Lonca, vous le voyez, il est bien marqué comme décédant au sein du 12e bataillon de tirailleurs malgaches, il est sergent. Exemple plus connu, l'exemple donc de Jules Valentinois, qui lui aussi fait partie du 12e bataillon de tirailleurs malgaches, est déjà évoqué dans l'introduction, et qui est sous-lieutenant. Lui, par contre, est tué à l'ennemi. Valentinois, donc Jules Valentinois, on a retrouvé sa correspondance. Il a un itinéraire un peu particulier, on le voit ici, puisqu'il est d'abord employé des messageries maritimes, donc cette compagnie des vapeurs postaux et de marchandises qui va être
Alors, je ne sais pas si on peut dire réquisitionnées par l'armée, parce que l'armée va payer les messageries maritimes pour opérer ces transports. Jules Valentinois, donc, qui, dès avant la guerre, demande à être incorporé au bataillon d'infanterie coloniale de Diego, donc avant les hostilités, le début des hostilités, pardon. Il nous dit dans ses lettres, ou dans ce que j'ai pu en voir, en tout cas, que lorsqu'il arrive à Madagascar pour servir comme engagé volontaire, il est victime de moqueries de la part des Européens. Donc on a évidemment des perceptions un peu complexes, des relations entre les hommes de ces territoires ultramarins. Il est mobilisé et en France, on voit aussi dans ses lettres qu'il donne des nouvelles des Réunionnais qu'il va croiser. Alors ces hommes, donc ici, c'est malgache, beaucoup de soldats de seconde classe. Alors seconde classe, sans vouloir jouer sur les mots, un peu à tous les sens du terme. Et ici, on le voit, ils sont équipés d'un armement qui est plutôt celui de la guerre franco-prussienne. Donc ce sentiment d'être un petit peu des soldats de seconde classe à tous les sens du terme, c'est-à-dire de seconde catégorie, on le retrouve aussi chez les soldats réunionnais. On peut lire on ne veut faire de nous que des soldats de seconde classe, tant pis. Ici, c'est une lettre donc, de soldats réunionnais en septembre 1915 dans la brochure de l'ONAC, ou dans le journal du Peuple, où on voit des propos méprisants et de gradés français à leur égard. Fraternisation avec la population, question difficile aussi, question un peu complexe. Sur cette carte postale, on est content d'apprendre que, je ne sais pas si vous arrivez un peu à lire, on est content d'apprendre que les Malgaches ne sont pas dénués d'affection. Donc la fraternisation est peut-être un peu possible. Pour les Réunionnais, les choses sont quand même, à mon avis, un peu différentes. Rachel Nemosi rappelait tout à l'heure, donc même s'ils avaient des possibilités de permission, c'était pas facile. Il fallait s'organiser. Pour les Réunionnais, donc 8 jours de permission tous les 3 mois passés en métropole. Donc plutôt les marins de guerre qui leur ont fait un petit peu découvrir. Les Malgaches n'ont pas droit à ces permissions-là, en tout cas pas de la même façon. Ils ne rentrent pas, eux, à Madagascar. Par contre, les Réunionnais affectés à Madagascar, eux, ont droit à une permission de 2 semaines tous les ans, mais doivent payer, je crois, les frais de transport. Donc finalement, beaucoup ne peuvent pas rentrer non plus, les moins riches. Alors, est-ce qu'il y avait assimilation ou acculturation? Question difficile. Ici, on a une carte postale, on a l'impression évidemment d'un soldat qui se met en valeur un petit peu à la mode peut-être française. Est-ce qu'il y avait mixité? Ici, donc, c'est une photographie de Nanamite avec un malgache. J'ai évoqué tout à l'heure, beaucoup de lorsqu'on entend parler finalement de ces amalgames ou ces mixités, c'est parfois lorsqu'il y a des bagarres, donc c'est difficile de l'étendre finalement au quotidien des relations. On a peu d'infos finalement sur la mixité entre les troupes coloniales, c'est pas très simple. On a toujours des photos un peu caricaturales où on les voit danser, faire leur démonstration de leur folklore devant les autres, mise en scène. Alors, par contre, je veux souligner quand même le cas des Comoriens, puisque là, en revanche, il va y avoir une véritable mixité, ou en tout cas un voisinage avec les musulmans de Djibouti. Donc ça, c'est une question qui est évidemment intéressante aussi pour nous, dans la perspective d'une histoire connectée. On le voit, l'historique du bataillon Somalie, un recrutement, et ensuite dans le nombre de soldats. Alors on a parlé donc de la difficulté justement de créer un détachement aussi comorien, pas assez nombreux. On va donc les rapprocher des musulmans, pas seulement pour la religion, finalement peut-être plus pour des aspects assez concrets, notamment l'alimentation. L'alimentation des soldats musulmans pose problème, on peut difficilement les mettre avec toutes les autres troupes. On a parlé de l'enterrement selon les coutumes musulmanes. Je rappellerai un point assez intéressant, c'est que les Malgaches vont avoir un rite d'inhumation qui va ressembler un petit peu à ceux des musulmans, c'est-à-dire qu'ils sont enterrés nus dans un lambe, dans un linceul, donc dans un suaire. Et ça va poser problème. Et aujourd'hui, on a beaucoup de tombes de Malgaches dans les cimetières français avec des croissants musulmans, puisque lorsque on va regrouper les tombes après la guerre, quand on va sortir ces Malgaches entourés d'un drap blanc,
on va considérer que donc ça doit être des musulmans. Et comme on va mettre des signes religieux, on va parfois mettre des signes musulmans à des hommes qui ne sont pas musulmans, à cause donc du mode d'inhumation. Donc cette belle photographie qui a été montrée déjà tout à l'heure, prise par un cultivateur de Sainte-Suzanne, peut-être donc le 22e régiment d'infanterie coloniale. Dans ce 22e régiment d'infanterie coloniale, on voit quelques malgaches, on voit aussi donc, plus de 30 réunionnais, on ne voit pas de comoriens. Donc, il y a une petite mixité. J'en reparlerai pour l'existence de bataillons créoles. L'acclimatation aussi a été différente selon les troupes. Les malgaches donc, ont été prélevés pour la plupart sur les hauts plateaux. Donc la plupart d'entre eux n'ont pas eu de période d'hivernage, contrairement aux réunionnais notamment, ou à d'autres troupes coloniales, pour qui on considérait, on s'est aperçu très vite que les faire rester en hiver au nord de la France, n'était pas possible. C'était l'hécatombe. Beaucoup de malgaches, même si tout à l'heure on a vu des cartes postales en Charente-Maritime, enfin beaucoup de malgaches continuent à travailler en hiver parce qu'on considérait que comme ils venaient des hauts plateaux, 1500 mètres à Tana, 1500 mètres sous les tropiques, ils pourraient résister certainement à l'hiver européen. En tout cas, ce seraient les seuls parmi les troupes coloniales à pouvoir résister. Alors, chair à canon, on en a évoqué aussi. Évidemment, les causes donc de décès pour les morts dans le registre des morts pour la France sont très variables. Ici, pour la France, vous le voyez, 60% sont tués à l'ennemi, 20% de blessures, moins de 12% de maladies. Pour Madagascar, dans les motifs donc, des morts pour la France, on est à près de 80% d'hommes qui meurent de maladies. Alors, là encore, difficile d'analyser ces chiffres. Il ne faudrait pas imaginer que ça voudrait dire qu'en gros, à gauche, on va au combat et à droite, on est à l'arrière. C'est quand même plus compliqué que ça. Beaucoup de ces maladies sont contractées au front. Et même l'idée d'aller au feu est assez complexe parce que bien sûr, il y a le feu, l'arme à la main, mais beaucoup d'hommes meurent de blessures aussi parce qu'ils sont infirmiers, brancardiers et qu'ils sont tués au moment d'aller récupérer. Donc c'est pas parce qu'on ne fait pas partie d'une unité combattante qu'on ne peut pas mourir au front, même de blessures. Pour la Réunion, donc, toujours dans le registre des morts pour la France, là encore on est dans un entre-deux par rapport à Madagascar et à la France. On a pas mal de maladies, mais on a aussi beaucoup de tués à l'ennemi. Voilà quelques maladies, un petit nuage, on peut dire. Les hôpitaux méditerranéens, donc les dernières demeures pour beaucoup de ces hommes. Alors je passe sur les combats. Bon. Lettre d'un Réunionnais ici, qui a vu le jour à Saint-Paul, toujours dans le journal Le Tamata, avec j'ai un petit peu regardé à nouveau pour cette intervention. Donc le journal va récupérer cette lettre. Alors ce qui est intéressant dans ces lettres donc, de Réunionnais qui sont originaires, ou en tout cas qui sont allés avant la guerre souvent à Madagascar, c'est que donc, bon, elles évoquent l'idée d'un monde créole, évidemment. Ici, on le voit, mon cher ami. Parlons un peu de nous, c'est le deuxième paragraphe, des créoles, ce qu'ils sont devenus. Laissez-moi vous dire dès maintenant que depuis longtemps, j'en ai perdu grand nombre de vues. Donc là, on a cette idée d'hommes dispatchés dans les différents régiments. Il parle des malgaches. Pour l'anecdote, ici, vous le voyez, c'est signé, Caporal Giraudet. Le journal date du 22 novembre 1916. Mais Giraudet est mort le 30 octobre 1916. On parlait de la lenteur pour les informations. Sa lettre paraît non pas comme la lettre de quelqu'un qui est décédé. C'est une lettre qui a été reçue et le temps qu'elle soit publiée par le journal, on ne sait pas qu'il est déjà mort. Qu'il est déjà mort depuis un mois en Serbie. Cette lettre du front de Paul Mareuil, elle mériterait d'y passer un peu de temps. On n'a pas le temps. Ce que j'ai retenu, et si je vous l'avais mis, c'est que donc, ici, c'est un sergent du 54e régiment d'infanterie coloniale. Et cet homme écrit à sa grand-mère, ma chère grand-mère. Et les passages sont très durs. Surtout dans la deuxième colonne à la fin. Ça, c'était quelque chose qui, à mon avis, peut être montré à des élèves aussi, pour montrer la dureté chez les jeunes. Donc d'ailleurs, malgré leur résistance, malgré la présence d'Autrichiens de Boche dans les rangs bulgares, alors attendez, je reprends, oui. Donc nous sommes plus enragés, nous sommes forts de ces succès, plus forts que jamais,
plus encouragés, plus enragés que toujours. On dirait que nous en avalons. Quelle sauvagerie, quel carnage. Tant pis pour eux. Plus de pardon, pas de rémission. Et il poursuit donc pour expliquer à sa grand-mère pourquoi donc l'instinct de survie doit prévaloir, et que donc si c'est pas eux, c'est nous. Donc allons-y. Donc des lettres quand même assez dures qui paraissaient dans la presse. On n'est pas tout à fait ici dans une lettre de propagande à proprement parler. On est plutôt dans une lettre donc d'un soldat qui dénonce pas la boucherie et assume, même si Dieu jugera, c'est ce qu'il dit évidemment, mais enfin d'une boucherie assumée. Alors, existence d'un bataillon, d'un détachement ou d'une compagnie créole. Question évidemment complexe. Je crois que Rachel, dans sa thèse, évoque cette question. Donc, sur le front ouest, a priori, pas de bataillon réunionnais qui aurait été composé essentiellement de réunionnais. Sur le front est, vous le voyez, la question est un peu plus complexe. Ici, j'ai découpé donc quelques registres matriculaires que j'ai pu feuilleter pendant ces vacances. Donc, le premier, vous le voyez, qui est versé, donc passé, on nous dit, au bataillon créole en décembre 1915. Le deuxième à la même date, un troisième. On nous parle à chaque fois de bataillon créole, de détachement créole. Donc on est en décembre 1915. Ici, passé donc dans une compagnie pour Marc-François Grimaud en décembre 1915, toujours. Donc la période est assez ciblée de cette existence donc, de bataillon créole, pour en parler, sur le front oriental. Par contre, pour les cas suivants, Dominique Tréport, Mussard et Yébo, toujours ces réunionnais, on a donc des dates un peu différentes. 10 janvier, on nous dit qu'il passe au bataillon créole le 10 février 1916. Mussard donc, passe lui aussi dans une compagnie de créole en mars 1916. Et Faustin Yébo, lui, en décembre 1918. Voilà. Donc, j'ai pas pu, dans le cadre de mon intervention, rechercher un petit peu plus en détail la réalité de ces compagnies dites de créole dans les registres matriculaires. Ça mériterait évidemment de plus en précision, mais je ne peux pas les apporter pour l'instant. Donc, mort en mer, on n'a pas trop parlé ce matin des naufrages de ces paquebots. C'est une des causes aussi des morts. 22 navires ont été coulés pendant le conflit. Ici, j'ai donné juste 6 exemples de réunionnais morts en mer à travers 6 naufrages différents. Donc le Yara, le Calédonien, le Natal, le Djemna. Et pour terminer, donc, une réflexion sur Diego comme centre indien-océanien. Alors, je me suis penché pour préparer l'intervention à nouveau sur les soldats morts à Diego pendant la guerre. Plus d'une centaine de Malgaches, le 3e régiment de tirailleurs malgaches, 71 réunionnais du bataillon d'infanterie coloniale, 4 Français de Madagascar, 4 Comoriens, 2 Français de Maurice, 1 Français de Mayotte, il y a même un Français de Polynésie. Donc, si on regarde les hommes du 3e régiment de tirailleurs malgaches, alors quelque chose est assez surprenant aussi. Je les ai classés par ordre chronologique de leur décès, au cimetière militaire de Diego. Et de façon assez surprenante, vous le voyez dans les colonnes du centre et de droite, c'est qu'en fait, beaucoup meurent sur une période très courte. 70 morts en moins de 70 jours. On est entre le 23 février et le 30 avril 1917. Alors pourquoi, me demanderez-vous? Je n'en sais rien. Peut-être donc une pénurie alimentaire, une saison cyclonique. Suite à une saison cyclonique, on sait qu'il y a eu des cyclones donc, en décembre-janvier 1917, mais ça paraît surprenant qu'il y ait une telle hécatombe en quelques jours. Mouvement de troupes, peut-être qu'il s'agit d'hommes qui reviennent malades d'un champ de bataille ou d'un front. Pas d'idée pour l'instant, à creuser aussi. Les soldats réunionnais morts à Diego Suarez, donc, je l'ai dit, un certain nombre d'hommes.
leur parcours est différent. On pourrait les étudier évidemment de façon un peu globale pour voir un petit peu quels sont ces réunionnais qui meurent à Diego. Et évidemment, on va retrouver en partie ce qu'on a dit ce matin. Donc il y a ceux qui arrivent de la Réunion, qui vivent déjà à Madagascar. Ça, c'est une minorité, mais il y en a. Il y a ceux qui sont renvoyés à Diego, puis en France, et qui sont renvoyés dans leur foyer, mais qui décèdent donc, après le long voyage de retour, avant d'arriver à La Réunion. Et une majorité, malheureusement, et c'est une image assez triste évidemment aussi de la guerre, je crois, c'est beaucoup, et je pense une majorité d'entre eux, qui décèdent après être arrivés simplement de La Réunion, c'est-à-dire départ en mauvaise condition physique, traversée Réunion-Madagascar difficile, et quelques semaines après, mort à Diego. On a ici un exemple de Jean-Baptiste Lucas, un cultivateur à l'étang salé, voilà, qui meurt juste après, et pourtant qui avait été déjà déclaré inapte, finalement mobilisé et arrivé à Diego, et qui meurt dans les semaines qui suivent. Donc des itinéraires un peu particuliers, mais qui sont intéressants. La grippe espagnole, on la voit ici aussi. Vous le voyez, entre le 23 avril et le 24 mai, c'est ça, oui. 17 morts, bon, c'est pas énorme, mais on est à Diego. Cette grippe espagnole, donc on en a parlé. Souvenir de voyage, nous dit cette carte postale, avec le bateau Madonna. Évidemment, la légende est un petit peu particulière quand on sait quels souvenirs de voyage ils vont ramener. C'est les hommes qui sont embarqués dans ce Madonna. Et je le rappelle, donc, les passagers militaires embarqués donc, sur le Madonna à destination de Madagascar. Donc on a bien, là aussi, une grippe qui va passer à Madagascar, cette fameuse grippe espagnole, et qui va décimer aussi, sur la même période, une partie de l'île. Voilà, donc pour terminer, je termine, le temps est dépassé, excusez-moi. Donc les retours, je l'évoquerai à peine. Donc la question des retours aussi, une question assez complexe. Ici, on a une carte postale des blessés réunionnais. Quelle intégration pour eux dans la société qu'ils ont quittée. Et le cas est aussi évidemment intéressant à Madagascar. Ici, j'ai juste mis un rapport de police, une note des renseignements, qui nous dit, Tananarive, novembre 1919, donc nos tirailleurs donc, vont subir les conséquences de ce qu'ont fait les autres ici, c'est-à-dire ceux qui sont déjà arrivés. Donc on est dans une deuxième convoi de retour. Ils ont perdu complètement l'estime du public et de l'administration. Personne ne les aime plus. On les regarde de travers dans la rue. Donc ici, c'est qu'un rapport évidemment de police. Il y en a tout un tas d'autres et je ne rentre pas dans les détails. Mais les retours vont être évidemment très difficiles, et là aussi, ça mériterait, il mériterait certainement d'avoir une vision un peu peut-être comparée, puisque ça en dit assez long sur la société dont ils sont issus, sur les transformations qu'ils ont subies, et aussi sur éventuellement la société qu'ils vont créer pour certains d'entre eux. Voilà, merci pour votre attention.